Encore un très bon épisode qui prend son temps. Le calme avant la tempête, j'ai envie de te dire. On va bien évidemment parler des éléments manquants du manhwa, ne vous inquiétez pas. Et surtout de la grosse scène manquante. Mais on ne sait jamais, au cas où elle soit rajoutée dans l'épisode 22 de la semaine prochaine, je n'en parlerai qu'à la fin pour pas que vous soyez spoilés, voilà. Review! Bon bah voilà, ça régale. Solo Leveling, ça régale, ça change d'un certain Dragon Ball Daima qui m'a énervé. Là, on prend du plaisir, on kiffe. Et comme d'habitude, on va se refaire tous les événements de façon chronologique, voilà. Donc ça commence à la fin de la forteresse du démon. Ça y est, la forteresse démoniaque, Jinwoo l'a plié, il a éclaté tout le monde, il a éclaté Baran, il a monté les 100 étages, et enfin, il a ce qu'il est venu chercher, l'élixir qui va peut-être soigner sa mère, en tout cas qui est censé pouvoir soigner sa mère. Et là, je vais émettre une première critique. Bah oui, parce que, en fait, je me suis dit, bon, vous avez compris que je kiffais Solo Leveling, y a pas de soucis, j'ai plus besoin de faire de disclaimer, j'ai plus besoin d'annoncer ou je sais pas quoi, je kiffe, voilà, j'adore cet animé. Là, il y a quand même un petit truc que je trouve dommage dans Solo Leveling, c'est que, alors, ça va vite, c'est cool, c'est au service du rythme, j'ai pas arrêté de vous dire que ça c'était super intéressant, surtout que effectivement l'animé va quand même plus vite que le manhwa, mais des fois l'animé va trop vite, c'est une réalité, et même, j'ai envie de vous dire, des fois le manhwa va un peu vite, et là je trouve en particulier qu'il est allé vite. Pourquoi ? La forteresse démoniaque, c'est quand même un gros truc. Tu vois, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un petit donjon qu'il a plié en un épisode. La forteresse démoniaque, elle a été introduite il y a quand même plusieurs épisodes maintenant. Il me semble, si je dis pas de bêtises, je le fais de tête là, peut-être que je dis une grosse bêtise, mais il me semble que l'attaque avec Cerbère là, le combat contre Cerbère, c'est même dans la saison 1, donc ça a été amorcé en saison 1, donc il y a quand même très longtemps. Enfin, c'est terminé, et en fait, on ne prend pas le temps de respirer. Ezil invite Jinwoo à aller faire un grand banquet au château. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas spécialement le plus grand fan des épilogues, on va appeler ça comme ça, tu vois, t'as fini ta mission, ok, on passe à autre chose, mais là, vraiment, le mec vient de finir un truc énorme, un truc exceptionnel, et en fait, on ne prend pas le temps de profiter. Je trouve que c'est un petit peu dommage, surtout que cet animé, encore une fois, a un très bon rythme, donc encore, si on était sur un animé qui prend beaucoup son temps, comme par exemple One Piece prend énormément son temps, donc c'est vrai que des fois, t'as envie de te dire, bon, j'ai pas envie de passer du temps sur un banquet ou un truc comme ça. Bah là, quelque part, moi, personnellement, ça me donne envie. C'est quelque chose qui me manque un petit peu, j'ai envie de fêter cette victoire avec Jinwoo, et en fait, on n'a pas le temps de ça, parce que Jinwoo refuse, et en fait va tout simplement repartir dans le monde réel pour aller essayer de soigner sa mère. On assiste ensuite à une scène qui paraît pas incroyable, mais que, à titre personnel, j'ai trouvé fantastique. Alors, je vais prendre mes notes, parce que, désolé, les noms, j'ai du mal des fois, je suis navré, j'espère ne vexer personne en disant ça. Donc, une discussion entre Min Byung-gu et Baek Yoon-ho. Ils sont dans un bar et ils discutent du raid de Jeju, du futur raid de Jeju, à savoir que Min Byung-gu, en fait, a pris sa retraite. Pourquoi est-ce qu'il a pris sa retraite ? Parce qu'il a participé à un précédent raid de Jeju, et leur ami est décédé pendant ce raid. Leur ami était un chasseur de rang S nommé Unsok, excusez-moi pour la prononciation si ce n'est pas la bonne, et en fait ça a complètement traumatisé Min, ce qui fait que lui il a arrêté sa carrière alors qu'il est un rang S, hein. C'est un rang S, il a arrêté sa carrière suite à ça en fait. Pourquoi est-ce que je trouve cette conversation extrêmement intéressante, que ce soit dans le manhwa ou dans l'animé, hein, là pour le coup je ne juge pas spécialement l'un ou l'autre, c'est de façon globale, je la trouve extrêmement intéressante puisqu'on vient de sortir quand même de la forteresse démoniaque qui pue le flot, voilà, on va le dire. Qu'est-ce que c'est que la forteresse démoniaque ? C'est bon, à part la petite tension contre Baran à la fin, c'est un déroulement de puissance de la part de Sung Jinwoo. Donc, tu as du flow à fond, tu prends du kiff, voilà, tu prends du plaisir, on va pas se mentir, tu prends vraiment beaucoup de plaisir, mais tu ne ressens plus vraiment le danger. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas retrouver en fait des personnes qui sont un petit peu moins fortes, mais qui restent des rangs S. Parce que là, on te parle des rangs S comme étant les plus puissants, etc. Là, on te remet un petit peu dans la réalité. Oui, ok, les rangs S, c'est les plus forts, y a pas de galère. Mais les rangs S, il y en a qui se sont fait bouffer par les fourmis. Là, ça te remet de l'attention, et tu retrouves un petit peu cette humanité, tu retrouves cette fragilité qu'ont les humains, et tu remets de l'attention sur le futur arc de Jeju qui arrive. Et ça, c'était très très fort, puisque on te le fait d'une façon plutôt habile, plutôt agréable à regarder, parce que c'est une discussion entre amis qui est fort sympathique, et en fait tu peux te mettre à la place des deux. Un qui souhaite y aller, parce que il doit y aller, mais il prend du plaisir au combat, et l'autre qui peut-être est un petit peu plus humain, et ressent la peur, et ne souhaite pas y aller. Alors, il a très très peur que son ami vienne pour essayer de le convaincre de participer au raid de Jeju, c'est pas du tout le cas. Et on se rend compte d'ailleurs que lui aussi se rend compte que peut-être il va mourir, parce qu'il lui dit « Si j'ai voulu te voir, c'est parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. » Ça, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Ensuite, on arrive à la scène que j'ai trouvée la plus marquante, pour l'instant, en tout cas de l'épisode. Ça m'a beaucoup ému, c'est Jinwoo qui guérit sa mère.
Ça y est, il y a du stress. Il y a du stress, tu ne sais pas si ça va marcher. Personnellement, moi je me rappelle, quand j'ai lu le manhwa, j'étais pas sûr non plus que ça marche. Je me dis, mais attends, mais c'est un truc de pour guérir les blessures faites par les monstres, blablabla. Donc c'est pas du tout sûr et certain que ça marche sur sa maman. Ça fonctionne. Il te laisse le temps. On te voit là, on voit la blessure qui disparaît. Alors il y a un truc que j'ai un petit peu trouvé dommage, c'est qu'on sait pas trop comment Jinwoo a blessé sa mère. On apprend dans le manhwa qu'en fait il a voulu laver les cheveux, il a pris de l'eau bouillante et il l'a ébouillanté, etc. Bon bref, ça marchait. Franchement, la musique, l'animation, le visage de Jinwoo qui passe en fait du giga Chad, beau gosse et tout ça, à l'enfant finalement. Ça redevient un enfant qui pleure pour retrouver sa mère. Ça marchait de dingue. J'ai vraiment kiffé. Voilà, j'attendais cette scène, je me dis est-ce qu'ils vont la réussir ou pas. Dans le manhwa, ça marchait très très bien. Sincèrement, à titre personnel, je trouve que dans l'animé, ça marche encore mieux. Voilà, c'est pas pour critiquer le manhwa, rien à voir. Ça aide, quand tu as la musique, ça aide, on va pas se mentir. Au niveau des émotions que ça procure, la musique marche énormément, et donc fatalement, dans un manhwa, tu n'as pas de musique. Ça fonctionne, c'était une super scène. Suite à ça, on voit que son dragon Kaisel, je crois, un truc comme ça, est passé aux informations. Bon voilà, ça on ne le voit pas, c'est une information qui est manquante dans l'animé. En fait, voilà, quand il est rentré chez lui, il était sur son dragon, j'imagine que des gens ont dû prendre en photo le truc, et c'est passé aux infos, voilà. C'est anecdotique comme information manquante, j'ai envie de te dire. Il y a ensuite la discussion entre Sung Jinwoo et Go Gun-hee pour la participation au raid de Jeju. Et là, on voit, je suis en train de me dire, mais est-ce que Jinwoo est toujours réellement humain? Est-ce qu'il est pas en train de perdre son humanité? Pourquoi? En gros, Go Gun-hee voudrait que, fatalement, Sung Jinwoo participe au raid de Jeju. Normal, vu la puissance de Sung Jinwoo, c'est tout à fait logique. Et Jinwoo hésite. Pourquoi est-ce qu'il hésite? Le fait pour lequel il n'a pas envie d'y aller, c'est parce qu'il vient de retrouver sa mère. Donc c'est un côté, effectivement, qui est très humain. Le côté pour lequel il veut y aller, ce n'est pas pour aider. Ce n'est pas pour sauver la Corée. Ce n'est pas pour sauver le monde. C'est parce qu'il y a du level up à faire. Il le dit, hein. Il le dit, il y a du level up à faire. Il est perdu là-dedans. Et il le redit à un autre moment, à une scène qui était super intéressante aussi. C'est quand ils sont en train de faire le ménage chez eux. Jinwoo se dit, mais en fait, si j'ai commencé à faire tout ça, c'est pour ce moment-là. Et en réalité, je suis content que ma mère soit de retour. Mais je ne profite pas vraiment. Je ne profite pas vraiment puisque mon cerveau, mon âme est restée dans les donjons. Est-ce que je n'ai pas franchi un seuil de non-retour? Est-ce que je ne suis pas en train de devenir autre chose qu'un être humain? Ça, c'est cool. Et enfin, allons à la toute dernière scène de cet animé, la scène la plus importante, lorsque Sung Jinwoo va voir l'entraînement des rangs S coréens et japonais. Et je vous dirai, vous inquiétez pas, quand est-ce qu'il pourrait éventuellement y avoir du spoil sur le prochain épisode, même si je pense qu'ils ne le feront pas à cause de la chronologie, mais en tout cas, vous inquiétez pas, pour l'instant, vous pouvez encore rester. On voit quelque chose d'intéressant, c'est le chasseur Kei, qui a la même particularité que Chae-in, c'est-à-dire que il trouve que les chasseurs puent. Donc on sait qu'il y a un truc avec ça, et sauf que lui, c'est beaucoup plus développé, parce que c'est pas juste il a un mouchoir, c'est carrément il a un masque à gaz. Ça, c'est pas mal de savoir que c'est une spécificité qui n'est pas due qu'à Chae-in, et que ça a sûrement une signification qu'on découvrira, j'imagine, un peu plus tard. Les Japonais sont extrêmement condescendants, ils trouvent les Coréens complètement nuls, donc bah, c'est un peu énervant, tu vois, parce que toi, bah, fatalement, hein, tu suis Solo Leveling, tu suis Sung Jinwoo et tu suis les chasseurs coréens, donc fatalement, t'es du côté des Coréens, et quand tu vois les Japonais parler mal comme ça, ça t'énerve un petit peu. Ça t'énerve un petit peu, et donc ils te disent hein, que clairement, bah, ils voient le niveau, et ils les trouvent extrêmement mauvais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, déjà, quand il se bat, Baek Yoon-ho ne met pas toute son énergie, parce qu'on l'a dit, voilà, quand il se bat avec toute sa puissance, il devient une bête, etc. Donc effectivement, les Japonais le voient, lui, pas à son prime, voilà, donc ils ne le voient pas à son niveau maximum. Et chose qui n'est pas dite dans l'anime, mais dite dans le manga, Ryuji Goto, qui est donc le chef, le maître de la ligue des Japonais, dit, attention, parmi eux, il y en a quand même deux qui sont au niveau des nôtres, au niveau des Japonais. Il parle de Chae-in et de Go Gun-hee. Voilà, donc ça déjà, eux, ils sont au moins puissants. Donc il insinue finalement que Go Gun-hee et Chae-in sont les plus puissants chasseurs de Corée. En tout cas, d'après Ryuji Goto. Et c'est là que, peut-être qu'ils en parleront dans l'épisode 22, mais en tout cas, ils n'en ont pas parlé dans l'épisode 21, et c'est normalement, ça aurait dû être normalement dedans, puisque à la fin de l'épisode 21, ils te disent qu'ils vont faire un petit tournoi entre 4 chasseurs de Corée contre 4 chasseurs japonais. Ok ? Juste avant ça, on a le traducteur, la traductrice plutôt, Anekawa, et Park Jong-soo. Donc Park Jong-soo qui est un chasseur de rang A, et Anekawa qui est la traductrice en fait pour le japonais et le coréen, les prend de haut énormément. Ce qu'on n'apprend pas dans l'anime, c'est que Anekawa est chasseur aussi. Elle est chasseur de rang A.
Donc comme Park Jong-soo, finalement. Et là où Park Jong-soo passe pour un clown dans l'animé, il passe pas vraiment pour un clown dans le manhwa. Pourquoi? Parce que Park Jong-soo, ça va l'énerver qu'elle les prenne de haut. Et là, ils vont dire, ok, on se fait un petit combat, un petit truc sympa, un petit truc gentillet. Le premier qui attrape le poignet de l'autre a gagné. Et là, on va voir donc que Anekawa est plutôt balèze, parce qu'elle a vraiment des mouvements, elle est rapide, etc. Mais Park Jong-soo va la battre. Et easy. Il va tout éviter et il va lui attraper le poignet de façon extrêmement simple. Il va lui expliquer en fait que, ok, peut-être que les Japonais sont plus forts, mais qu'ils n'ont pas d'expérience de combat contre d'autres chasseurs. Parce que tout se passe bien au Japon, donc ils ne se battent que contre des monstres qui sont prévisibles. Or, les humains ne sont pas aussi prévisibles que des monstres. Et du coup, vu qu'il y a du grabuge en Corée du Sud, ils ont déjà dû s'affronter entre chasseurs et du coup ils ont plus d'expérience. Et c'est pourquoi est-ce qu'on sous-entend ça? C'est intéressant parce qu'on sous-entend ça parce que on te dit avant, dans l'épisode d'avant, on te dit que les fourmis de Jeju sont intelligentes. Donc, ça te montre que, ok, peut-être que, factuellement, les Coréens sont moins forts que les Japonais, mais ils ont plus d'expérience contre des personnes intelligentes, douées de raison. Et donc finalement, ils ne seront pas inutiles du tout, et on verra qui va être le plus fort. Et ce petit tournoi qui s'annonce, je vais pas vous en parler, vous inquiétez pas, il est intéressant parce que on va pouvoir voir les capacités de ces personnes-là. On va arriver sur l'île de Jeju. Sauf que découvrir les capacités comme ça d'un combattant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. C'est bien de savoir à peu près, alors il faut pas les détails, mais c'est bien de savoir à peu près quelles sont les capacités de chacun pour pouvoir anticiper. Quand le combat commence, ah bah tiens, comment est-ce qu'il va faire pour s'en sortir, sachant qu'il se fait ci, ça, etc. C'est quand même beaucoup plus sympa que de te dire, je regarde, ah ok, il gagne comme ça. Je sais même pas qui pouvait le faire. Non, ça c'est nul. Ça c'est nul. Donc là, on va connaître les capacités de chacun et ça va rendre les combats beaucoup plus intéressants. Je trouve que c'est très malin. C'est très malin parce que, bon, déjà, on aime les tournois, voilà. Ici, on est des fans de Dragon Ball avant tout. On aime les tournois. Bon, déjà, ça va marcher. Et en plus de ça, ça te permet d'amener de façon sympathique des informations sur les personnages qui viennent d'être introduits pour développer la suite des combats plus tard. C'est vraiment top. Solo Leveling nous régale encore et toujours. C'était le Shogun. Tchuss.